J'ai commencé à avoir des abeilles, j'ai trouvé des abeilles chez mes grands-parents dans le bâtiment de la maison et j'ai voulu refaire les joints. Et effectivement, quand j'ai vu que ces abeilles vivaient là, je me suis dit mais vaut mieux que je les aide à sortir ou faire leur nid en dehors du bâtiment au lieu de les tuer. Et quand j'ai identifié leurs espèces, c'était des espèces assez rares que j'avais jamais vues avant. C'était pas des abeilles à miel, c'était des abeilles solitaires. Et donc je me suis dit, est-ce que je peux vraiment non seulement aider ces abeilles, mais est-ce que je peux augmenter leur population d'une façon qu'elles pollinisent les arbres fruitiers que j'ai dans mon jardin. Ben, disons qu'on prend conscience de l'importance du sol dans le système. Alors que, à l'origine, le sol n'était qu'un support dans lequel on introduisait des graines, on récoltait, et puis l'année après, on recommençait. Alors que là, on se rend compte que la vie du sol a une importance, le fait de préserver le sol est un capital fondamental. Vous comprenez, on est tellement loin de la réalité des choses. Vous comprenez qu'aujourd'hui, pour comprendre la nature, nous sommes dans une société de droit. On a des droits. Mais nous avons oublié qu'avant tout, nous avons déjà des devoirs avant les droits. Et quand vous avez une terre qui est analysée, vous savez, aujourd'hui, au niveau scientifique, on est très fort. Et la science, elle est indispensable pour faire évoluer. On a besoin des chercheurs. S'ils ont des têtes, s'ils ont des neurones développés, ce n'est pas par hasard. C'est eux qui nous font évoluer une société. Mais faut-il la faire évoluer, la société, dans l'évolution de l'homme, dans l'indépendance de l'homme, mais pas dans la dépendance. Et moi, si je vous dis ça, c'est parce que j'ai compris que j'étais comme ça, avec mon ammonitrate et mes désherbants, mes fongicides, mes insecticides. J'étais comme ça, j'étais lié. Il faut donc nous libérer. Et c'est ça, la société de demain. Et la première société, pour moi, la société de base, c'est d'abord moi-même. Et je ne me roule pas les mécaniques en vous disant ça. Je vous le dis avec beaucoup d'humilité parce que c'est comme ça. Mais c'est un travail de recherche. C'est le travail de l'ego quelque part. C'est le travail de la loi du partage. Ce qu'on connaît, nous devons partager nos connaissances. Alors maintenant, à nous d'utiliser tout notre savoir. Et si la nature nous a dotés d'un tant soit plus d'intelligence, à nous de l'utiliser. Et je dois vous dire, mes chers amis, c'est comme ça qu'on se mesure. Quand on se retourne, qui avons-nous derrière nous? J'estime que dans la vie, voyez-vous, pour moi, nous sommes des locomotives. Ou nous sommes le voyageur sur le quai, ou nous sommes le wagon, ou nous sommes la locomotive. Il faut savoir où on va. Si nous avons la chance de savoir où on va, eh bien, nous avons deux voies. Moi, j'ai deux voies. Même à mon âge, j'étais encore une locomotive. Le pain qu'on vend là à la ferme, le blé, il a poussé à 3 km, enfin, ou même pas, qu'est-ce que je dis? Ça dépend des années, mais là, il peut y avoir des parcelles qui sont à 500 mètres d'ici. Donc, le blé, il a parcouru 500 mètres pour venir dans la cour de la ferme. Et puis ensuite, il est transformé directement ici en farine. Puis les clients viennent l'acheter là. 500 mètres, en termes d'émissions de CO2, c'est quand même pas mal. Sous l'influence de Maître Cornille. Donc ça va obliger les gens un petit peu à aller vers Maître Cornille. Et s'ils lisent les lettres de Moulin, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne les ont pas lues, ils comprendront après. Hein. Je vais plutôt aller... Hein. Donc sous l'influence de Maître Cornille et de sa résistance en fait à l'industrialisation de l'agriculture, j'ai décidé d'être agriculteur meunier bio. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, hein? Ouais. Tu l'as enregistré ça ou il faut le refaire? C'est enregistré. C'est bon. Donc on a constaté que dans l'alimentation bio, il y avait une offre, mais qu'elle ne nous convenait pas car elle ne convenait pas à toutes nos valeurs. Hein. C'est plutôt une offre bio business. Donc on a voulu améliorer ça, proposer notre vision du bio qui propage beaucoup plus de valeurs.
c'est que l'apprentissage ne doit pas être vertical, dans la verticalité. C'est-à-dire, moi j'ai vu que j'étais juste là pour les accompagner, pour mettre en place le contexte, pour les aider quand ils avaient besoin d'aide. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ils étaient capables d'apprendre seuls et de s'auto-apprendre et de s'entraider pour apprendre. Et moi, je suis effectivement là en tant que veilleur, je dirais. Et plus les années passent, et plus je me dis que l'enseignant doit être plutôt un éveilleur que quelqu'un qui se place devant un tableau, qui prend la parole tout le temps. De toute façon, moi j'ai vérifié maintenant, si je me mets devant le tableau et que je prends la parole, il y en a peut-être 4 qui écoutent ce que je dis. Ils ne se sentent pas du tout concernés par... Alors que si on fait des groupes, et s'ils ont des responsabilités, si ils se sentent impliqués, eh ben, tout de suite ça marche. Rassurez-vous, vous-même. Non mais c'est vrai. Et répétez-vous ce que disent les gamins tout le temps, c'est pas grave. De toute façon, l'état de l'école française, il est catastrophique. D'accord ? C'est vrai, il est catastrophique. Donc, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi parce que l'état de l'école, il est catastrophique. C'est pas du tout ça que je dis aux gens. Mais je veux dire, il n'y a pas grand risque à essayer de faire autrement. Dans la vie, ça a toujours été ça. Et ça l'est encore. C'est que l'obligation, entre guillemets, d'avoir un diplôme pour prouver qu'on est capable, personnellement, j'y ai jamais cru. Et donc du coup, j'ai toujours bloqué là-dessus, c'est-à-dire être obligé de prouver qu'on était capable d'avoir son certificat, dans le cursus normal des choses, son certificat d'études pour pouvoir ensuite passer l'examen que j'ai jamais passé, puisque j'ai même pas été jusqu'en 3e. Donc l'examen que l'on a en 3e pour ensuite prendre une direction sur le secondaire pour le bac ou un général, ou enfin les bacs pro à l'époque n'existaient pas, mais un bac général pour ensuite. Voilà. Et tout ça, moi, ça m'a toujours gonflé en fait. Être obligé de prouver par le biais d'examens qu'on était capable de pouvoir systématiquement aller savoir qu'on savait faire les choses parce qu'on avait un examen. J'ai quitté le monde de l'enseignement avec des illogismes que je ne pouvais plus supporter pour créer un truc qui pour moi ait du sens réellement. Et en l'occurrence, pour moi, c'est quelque chose qui a résonné de suite, l'idée de faire donc de la collecte de huiles et de les recycler localement, de créer de l'emploi, recycler un déchet, on était dans une démarche environnementale, tout ça, ça parle. Et pour moi, ça fait avancer aussi les choses au niveau de l'individu, quoi. C'est-à-dire que ça permet aussi d'injecter dans la tête des gens une autre approche des choses, qu'on n'est pas obligé de subir un système et qu'on peut être acteur du système par des petites initiatives personnelles, quoi. Un jour, lors d'une manifestation d'association, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait du compostage. Il m'a dit « Ouais, mais toi, de toute façon, tu n'es pas intéressé puisque la grande distribution, vous en fichez. » Et voilà, c'est parti de là. On s'est dit, mais pourquoi on ne le ferait pas? Donc on a discuté avec mon épouse, on a discuté avec nos équipes, et nos équipes ont été fans du truc, et se sont dit, bah effectivement, on vous suit, et on va essayer nous-mêmes de composter. C'est fondamental. De toute façon, c'est vital même. Donc c'est très bien aussi cette démarche de montrer aux gens l'importance de la nature et la puissance de la nature, ici notamment, à recycler nos déchets. Pourquoi vous jetez votre laine? Et les paysans disaient, on ne nous l'achète plus, alors qu'on ne peut rien en faire, on ne sait pas quoi en faire. Et ils étaient bien malheureux aussi, mais voilà. Et donc là, on s'est dit, non, c'est pas possible de jeter nos ressources, de jeter une matière première aussi, aussi belle que la laine, c'est pas possible. Donc il faut faire quelque chose.
Moi, le constat que je pose sur la société, il est assez effrayant de mon point de vue. Et donc du coup, j'ai l'impression qu'on a besoin d'inventer de nouvelles réponses aux problématiques sociales, écologiques ou économiques qu'on peut rencontrer, que c'est pas avec les recettes d'hier qu'on va y parvenir. Et donc du coup, il faut inventer, innover, tester des choses, quand bien même on ne sait pas si elles vont fonctionner. Ça permet à la personne qui s'inscrit de participer très simplement, d'avoir un petit geste écologique sans aucun effort. Et ça, moi je trouve que c'est vachement agréable et gratifiant. On n'est pas des journalistes, mais on essaie d'apporter une nouvelle voix, une nouvelle pierre à l'édifice de l'information, au service du grand public. Et l'idée, pour avoir le juste équilibre, je crois, c'est d'avoir aussi quelque part de l'ambition pour tirer vers l'avant cette nouvelle forme d'information, au service en faveur du plus grand nombre, tout en restant humble, en sachant que c'est un projet qui est associatif et qui ne va pas forcément dépoter comme un mass média, si tu veux. Mais demain, le but du jeu, c'est que les mass médias eux-mêmes insufflent davantage d'informations positives dans leur colonne. Je pense qu'on a besoin d'espoir quand même pour avancer et se construire. Si on voit qu'un seul horizon bouché en termes de crise, en termes de perspective, et puis je vois pas trop comment on peut avancer. Moi j'ai besoin d'espoir pour avancer tout simplement. Et c'est des choses qui me donnent de l'espoir, aussi dans la nature humaine, parce que les gens sont quand même fabuleux, donc font des choses fabuleuses. Donc, j'ai besoin d'aller chercher ça sans doute. Au moment où je décide de me lancer dans cette aventure du projet Imagine, donc la première chose que je fais, c'est prendre la tangente, quitter le monde traditionnel de la télévision, donc je quitte M6. On pourrait croire que quelque part, c'était pas forcément très raisonnable, c'est-à-dire que j'aurais pu faire aussi en parallèle, mais je trouvais que j'avais besoin d'être plus radicale dans mon engagement. Je ne pouvais pas critiquer le système, en même temps être dedans et essayer de créer quelque chose de nouveau. Ensuite, l'idée de le faire sur Internet et non pas d'aller le proposer à des chaînes pour le produire et directement être à la télé, c'est parce que je me disais que l'aspect commercial de la télévision fait que c'est très difficile de mener un projet totalement authentique. Si vous voulez faire quelque chose de totalement authentique, sincère, intègre, comment le faire alors que derrière, c'est d'abord des enjeux économiques et commerciaux qui prévaut? C'est juste pas possible. On en est aujourd'hui là. Les idéologies ont prouvé toutes qu'elles n'allaient pas changer le monde. Et je pense que c'est par ce travail souterrain, d'alimenter des initiatives locales qui vont se diffuser, qui vont s'amplifier, qu'on peut changer les choses. À quoi ça sert d'exister si on ne veut pas améliorer le monde? C'est exactement ça. C'est un peu le sens d'une vie d'améliorer le monde. Il y a vraiment un autre monde à inventer. Alors qu'avant, on était dans notre précaré, on croyait à la croissance, en ignorant tous les pays qui sont autour, notamment les pays du Sud. Aujourd'hui, on est tous concernés par un changement de monde. C'est intéressant. Le premier étonnement, c'était de voir à quel point les gens avaient besoin de ça au final, de ce service-là. Parce que dès qu'on a ouvert les portes de l'atelier, au départ, on n'était pas dans ce palace-là qu'on va voir tout à l'heure, mais on était dans un tout petit local, et même dans la moitié d'un tout petit local, parce qu'on partageait ce local à l'époque, donc on avait 20 mètres carrés. Et en 4 mois, on a accueilli 200 personnes qui sont venues, sans qu'on fasse vraiment de communication, parce qu'on était... c'était pas du tout dans notre esprit, quoi, à ce moment-là. C'était, on trouvait un garage qu'on voulait ouvrir aux autres. On commence à papoter. Quelquefois, on dit que c'est le club des papoteuses. On arrive avec des pleins sacs de livres, des pleins paniers de livres. Et puis, on pose les livres sur la table. Et puis après, il y en a une qui prend un livre sur sa pile et qui dit « Tiens, j'ai lu ça. »
Il m'a intéressé, il m'a pas intéressé, j'ai aimé. Pour nous déjà c'était gagnant financièrement, mais aussi derrière on est gagnant humainement sur les projets et les partenariats qu'on a créés. Il y a des comparaisons faites entre la culture et la dimension sacrée et la religion. On met sur un piédestal l'artiste. Et donc là, c'est vrai qu'on le fait descendre de son piédestal, on le rapproche du public, et le public est certainement, voit l'art autrement, va peut-être essayer de vivre l'art autrement, va sans doute peut-être vouloir aussi faire quelque chose, quoi. Comment on peut renouveler les formes de la démocratie culturelle aujourd'hui? Et le Paniculture est un exemple tout à fait intéressant. Moi, je pense que c'est intéressant de rester, d'évoluer, et même si, non seulement de s'adapter, mais si possible de devancer. C'est un petit peu prétentieux, mais j'ai l'impression que dans ma vie, j'ai souvent dévancé des choses. On m'a dit, oh, toi, avec ton truc, tu es fêlé, quoi, tu es un illuminé. Puis après, je me suis aperçu que finalement, ça apprenait, qu'il y a des gens qui étaient bien contents que ça existe et qui sont partis faire des choses à peu près semblables ailleurs. Donc, moi, je crois que je vois qu'on a besoin dans ce monde de précurseurs, un peu de gens qui se lancent, même qui réussissent ou qui ne réussissent pas. Hein. Moi, j'ai eu des échecs aussi. Mais c'est ça, de pouvoir donner d'être un lanceur d'idées, je sais pas, un lanceur de possibles, un lanceur de possibles. J'ai monté la maison de Baba Yaga parce que le vieillage demande des solutions nouvelles que les politiques ou les administratifs n'imaginent pas, ou s'ils l'imaginent, ils y vont tout doucement, parce que la vieillesse, ça signifie aussi des postes, un choix idéologique. Pour l'instant, de partout, j'entends que la vieillesse, c'est la maladie, la vieillesse, ça égale la maladie, ça ne peut être que la maladie. Et moi, je leur réponds, mais non, la vieillesse, c'est un bel âge, c'est l'âge de toutes les libertés, et c'est pas une pathologie. Voilà. C'est faire rentrer la vie dans la maison de retraite, quoi. C'est ouvrir la maison de retraite vers l'extérieur. Et que l'extérieur veuille bien rentrer dans cette maison de retraite, quoi. C'est de lui donner envie à l'extérieur de venir nous rejoindre, quoi. Voilà. Et ça passe par plein de choses, de la communication, d'aller aussi à la rencontre des autres, de donner envie de venir à travers différentes actions, différents thèmes. Voilà, et de ne pas penser que la maison de retraite, c'est un lieu fermé, où on ne fait que finir des jours. Ben non, on vit, on peut y vivre pendant 3 ou 4 ans, et on peut vivre des choses sympas et agréables. Voilà, et c'est pas parce qu'on est effectivement dans le 4e âge que la vie s'arrête. Au contraire, c'est une vie différente, mais ça reste de la vie. Et jusqu'au bout, on doit être en vie. Même si la vie en Chartreuse, même si c'est pas la haute montagne, mais c'est quand même un peu rigoureux, il y a moyen d'y vivre et d'y vivre longtemps. Et je crois que vraiment cette génération de ces gens qui arrivent à 80, 90 ans nous montre qu'on peut vivre jeune longtemps ici. Parce que c'est des gens qui ont gardé une énergie pas possible, parce que c'est ça, la vie leur a demandé de la garder, cette énergie. Donc c'est important de pouvoir aussi offrir à ces gens-là la possibilité d'y rester le plus longtemps. On est table de 5, et des fois, il y a 2 ou 3 personnes âgées et 2 ou 3 enfants qui veulent manger à côté. Parce que je vous dis, il faudrait presque, je dirais, la queue pour aller manger. Il faudrait comme à la Sécu prendre un ticket là, et attendre son tour pour manger avec les personnes âgées. C'est fantastique, on ne peut pas s'imaginer, disons, ce que peuvent se raconter. Les personnes âgées et les enfants, mais ils sont tellement très près l'un de l'autre, finalement, ils s'accordent et on dirait qu'ils sont presque des copains, je dirais. Ah, mais quand je dis ça, c'est pas des blagues. Le mardi et jeudi, c'est nos habitudes. On vient à la cantine, voilà. Quand il n'y a pas la cantine, nous nous rendons dans un petit restaurant pour être ensemble, voilà.
C'est une vie, il faut la vivre pour le comprendre. Mais tu es dans le quartier, tu es chez toi, les gens ne regardent pas ce que tu fais, ils ne te regardent pas ça avec bonjour et tout ça. Mais par contre, si tu as besoin de quelque chose, tu as immédiatement tout le monde qui descend, quoi. Ils entendent parler, tu cries, ah, tu as plein de gens qui viennent et qui t'aident à faire quelque chose, tu comprends? Et ça, c'est la vie rêvée, en fait, c'est paradisiaque, ça, tu vois. L'immobilier, vous savez, l'immobilier, c'est le mot, il est immobile, quoi, finalement, et ça fixe les choses, quoi, ça fixe les choses. Mais, justement, de la façon dont on peut entrevoir l'acte de construction, on peut en faire précisément une approche très, très novatrice, et celle à partir de laquelle, finalement, on suscite de nouveaux possibles. Je leur donne gratuitement, et puis j'adore ce sourire quand ils partent ou quand leurs yeux s'illuminent et ils disent « Vous êtes sûr, c'est vraiment gratuit, on ne vous doit rien ?» Et ça, c'est mon bonheur à moi. Je pense que c'est cette peur de devenir cette personne complètement individuelle, rongée par son travail, rongée par sa vie, et justement par l'occupation de cette petite personne et l'alimentation de cette petite personne, qui m'a fait passer à l'acte. On se dit qu'on a fait quelque chose de bien, et puis on est content, et puis on montre aussi qu'on est content. Je le dis, hein, voilà, j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de bien. Moi, j'ai décidé de ma vie, je veux pas faire d'argent. Moi, je veux être heureux. Je veux plus, je sais pas, tous ces trucs-là. Je ne veux plus me lever à 5 heures et rentrer à 10 heures le soir, et encore avoir à faire mes mails. Tu vois? Et après, quand est-ce que tu t'occupes de ta femme, si tu as des enfants, de tes enfants, enfin, vivre. Voilà, maintenant je veux vivre. Le but de la chorale, l'objectif premier, c'était, et ça reste toujours notre axe principal, c'est que monter une chorale pour dire au revoir aux personnes qui partent sans famille, sans rien, quoi. Ils sont là tout seuls, il faut vraiment il faut trouver, on a trouvé un moyen pour leur dire au revoir. C'est pas un grand au revoir, mais au moins c'est un symbole, quoi. On ne laisse pas partir quelqu'un dans le trou à la tombe sans personne en disant au revoir. C'est au moins donner une dernière dignité à la personne qui s'en va. On avait créé une radio libre parce que c'était interdit, quoi. Parce qu'après, ça n'a plus d'intérêt d'en créer. On allait coller des affiches le soir, en sauvage, bien souvent. Hein. Et puis on les imprimait dans notre fameux grenier, où il y avait on avait installé un système de sérigraphie tout à fait artisanal. Et voilà, des fils à linge, et puis les affiches qui séchaient comme ça. L'idée, elle était là, hein, c'est-à-dire qu'est-ce que moi je pouvais faire à mon échelle pour mettre en œuvre mes convictions et qu'en plus je le vive à travers mon métier. Plutôt que d'attendre que je puisse rentrer dans une entreprise, un cadre, une institution, un truc au moment donné où dès que je vais signer le contrat, je vais me rendre compte que ça va pas, c'est arrivé à chaque fois, c'est que je me suis dit je vais arrêter de signer des trucs et je vais créer de toutes pièces, quoi. Et c'est plus laborieux certes, mais à un moment donné on n'étouffe pas, on peut toujours aller où on veut. C'est ça la liberté, c'est lourd. C'est pas une liberté là, de papillon qui s'envole partout, qui va où il veut. Non, la liberté, c'est pesant. C'est vraiment, à chaque acte, il faut assumer les conséquences. Et c'est pour nous, après. Au départ, on a une lubie, on a une idée, puis on y va. Et puis après, c'est un engrenage, quoi. Et puis, on rencontre des gens sympas. Et puis, on s'aperçoit que c'est un projet qui intéresse du monde. Et c'est vrai que le fait de se dire, je sais pas, au bout d'un an déjà, par exemple, le département
nous reconnaissaient déjà comme acteurs de l'éolien citoyen, alors qu'on n'avait rien fait au bout d'un an. On n'avait aucune compétence, et puis on commence à être reconnu, c'est un peu bizarre, quoi. Et effectivement, cette reconnaissance fait que on ne peut pas arrêter en route, et du coup on avance, quoi. Alors c'est très difficile de vivre dans une maison autonome, parce que on n'a plus besoin d'aller bosser pour travailler, et qu'on ne sait pas quoi faire de son temps libre. Je plaisante, mais il y a du vrai. C'est-à-dire que nous, d'abord, j'ai travaillé quand même 17 ans à mi-temps et 7 ans à temps plein. Et dès qu'on a pu être autonome, j'ai arrêté de travailler et j'ai fait ce qui me plaisait. On a le confort de tout le monde, donc il n'y a que des avantages à être autonome. Simplement, il suffit de le décider et de se déconditionner et dire qu'on est capable d'être autonome. Depuis petite, je suis hyper consciente que la vie, c'est maintenant. C'est-à-dire que très petite, je pense à la mort quotidiennement. C'est quelque chose qui est là, prégnant, et du coup, qui donne sa puissance à la vie. Et du coup, de vivre ça, de vivre Apilab, et aussi les super bonnes relations qu'on a entre nous au sein d'Apilab, ça donne plus de tonicité, de vivacité, de joie à la vie. Je suis comblée d'avoir trouvé une aventure professionnelle qui me donne du sens et donne du sens à d'autres. Enfin, quand j'ai pris conscience de la crise économique, globale, humanitaire, écologique, spirituelle, structurelle, enfin à tous les niveaux, j'ai eu comme beaucoup de gens un moment de découragement en me disant mais qu'est-ce que je peux faire moi toute seule avec mon intelligence, ma créativité, mes ressources, mon domaine d'influence qui me semblait bien petit. Et je me suis dit, on ne peut rien faire, on se bat contre des choses bien plus puissantes en fait. Et puis donc j'ai fait comme beaucoup de gens une période de désespoir en fait face à la crise. Puis un jour je me suis dit non, je peux pas, je veux pas. Ce que je crois, en fait, c'est qu'il n'y a rien de plus puissant qu'un rêve et qu'une bonne histoire. Donc aujourd'hui, moi, j'ai décidé de m'engager dans cette voie-là, raconter des histoires qui permettent de créer un rêve suffisamment fort pour que ça entraîne nos sociétés vers autre chose. Tout comme le rêve américain ou le rêve du progrès ont pu le faire il y a quelques années. Non, Fernand. Et non. Planque là dans un coin. Dans les taillis là. Là, il va te la ramener vite fait. Bonjour. Oui, ça va. Vous faites un enregistrement. Voilà, c'est ça. Télé, c'est ça, c'est la télé, ouais. Une vidéo. Ouais. Vous passez à la télé. C'est ça. Ici. Ouais, vous pouvez faire vous bonjour allez comme être ça. célèbre, alors. Bah vous aussi maintenant que vous êtes dessus. C'est pas un logement, hein, c'est un foyer. C'est un foyer de... Ça c'est nouveau. Merci d'avoir ta coupe de cheveux. Non de l'objectif. Je vais la cacher. Attention, il va le voir. Là, il t'a vu. Ah, il va la trouver là. Ah oui, oui. Ah bah non, ah oui. Je crois qu'il a pas vu. Oh bah si, t'aurais pas. Il va bien, il a 100.
T'es un chien de chasse. Hein. Là, il cherche, moi, c'est bien. Ça me fait rire.